Bon, ça donne le ton sur les actions. C'est vrai que la défense des baleines, c'est un combat emblématique de Sea Shepherd depuis 1977, puisque les premières actions qui ont été menées, ça a été de couler à quai des baleiniers pirates, hein, avec personne à bord, puisque personne n'a jamais été blessé au cours des actions de Sea Shepherd. Et aujourd'hui encore, la défense des baleines, ça reste un combat très central, même si on a des missions pour défendre le phytoplancton, les requins, les thons rouges ou les concombres de mer. C'est des animaux des espèces qui sont beaucoup moins charismatiques que les baleines. Alors, pourquoi c'est si important finalement les baleines ? Nous, on part du principe que si aujourd'hui, en 2015, on n'arrive pas à sauver une espèce qui est aussi charismatique et aussi emblématique que les baleines, on n'arrivera à sauver rien d'autre dans l'océan. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette baleine à taille réelle qui est en train d'être montée en ce moment sur le port du Gros Caillou à Paris. Donc c'est le projet Baleine Bleue, dont Sea Shepherd est partenaire. Pourquoi une baleine bleue pour le climat? Parce qu'en fait, c'est justement emblématique du rôle de l'océan dans le changement climatique. Une baleine bleue produit à peu près 3 tonnes d'excréments par jour, très riche en nutriments, en fer, qui permettent notamment de booster le phytoplancton qui produit plus de la moitié de l'oxygène qu'on respire et qui contribue de manière très importante à la régulation du climat et à la captation du dioxyde de carbone. Et c'est vrai que quand on pense aux poumons de la planète ou à la régulation du climat, on pense en premier lieu aux forêts, à l'Amazonie, aux forêts tropicales. Par contre, l'océan, on y pense très rarement. Et d'ailleurs, dans le cadre de la COP21, l'océan a été complètement oublié. Donc, ce qui donne un peu le ton. Et ce qui démontre le degré de connaissance et d'implication des initiateurs de cette conférence. Donc nous, on ne se fait pas trop d'illusions par rapport à ce qui sortira de la conférence au niveau officiel et institutionnel. On n'abordera sans doute pas les vrais problèmes et encore moins les vraies solutions. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même un événement important et une opportunité de braquer des projecteurs sur ce problème et de donner plus de voix justement peut-être à ceux qui ont des choses à dire qui sortent un peu de la norme. Et par là, j'entends surtout les ONG. Donc, pour nous, c'est l'occasion de rappeler le rôle de l'océan, à la fois aux politiques, mais aussi finalement à tout le monde, puisqu'on est très nombreux, je pense, à méconnaître et à sous-estimer le rôle de l'océan dans le changement climatique, et en même temps à pas forcément faire la connexion entre ce qu'on fait, nous, dans notre vie de tous les jours, même quand on vit loin de l'océan, et l'impact que ça peut avoir donc, sur l'océan et a fortiori sur le changement climatique et donc sur le maintien de la vie sur Terre de manière plus globale. Donc le premier challenge pour nous, mais pour cette COP21, mais de manière globale, c'est vraiment de réussir à faire passer ce message ultime qui est que si l'océan meurt, nous mourrons. Donc c'est assez compliqué d'en prendre conscience parce que nous, on est des animaux terrestres et en même temps, on a un impact incroyable sur la vie marine. Mais on est une sorte de pièce rapportée dans l'océan, puisque contrairement aux requins, aux baleines, aux phoques, aux oiseaux marins qui font partie de ce réseau trophique marin et donc qui consomment, mais qui en même temps jouent un rôle fonctionnel. Nous, le seul rôle qu'on a finalement, c'est celui de consommer, de polluer, d'exploiter, mais on n'apporte rien de positif dans le fonctionnement et dans l'équilibre marin. Nous ne sommes que facteurs de déséquilibre et de destruction. Et c'est l'ampleur finalement qui pose problème, parce qu'aujourd'hui on a des méthodes d'exploitation qui sont devenues industrielles et on est plus de 7 milliards. Donc forcément tout ce qu'on fait a un impact beaucoup plus important. Quand on lit les livres d'histoire d'explorateurs des siècles passés,
Il parlait de la mer comme d'une caverne d'Ali Baba complètement inépuisable, et on pensait qu'on n'en viendrait jamais à bout. Donc il se racontait qu'on pouvait traverser l'Atlantique sur le dos des morues, tellement il y en avait. Et pourtant, on a quand même assisté à l'effondrement des populations de morues à Terre-Neuve en 1992. Il y a un moratoire qui a suivi, et c'était très 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 difficile de rétablir les populations de morues. On y arrive tout doucement, à peine maintenant, donc depuis 1992. C'est très lent. Et ça tient aussi au fait que l'océan fonctionne différemment de l'écosystème terrestre. Si vous prenez 2 éléphants et que vous décidez de les protéger, et que c'est le dernier couple d'éléphants, a priori, s'ils arrivent à se reproduire, dans 20 ans, vous avez plus d'éléphants. Il y aura peut-être des problèmes de consanguinité, mais vous en aurez plus. Sur les populations de poissons, c'est différent, parce que malheureusement, des espèces qui sont censées être des prédateurs deviennent des proies. C'est par exemple ce qui s'est passé avec la morue, et c'est pour ça que ça a été très difficile de rétablir les populations de morues, c'est que les bébés morues sont devenus en fait les proies de leurs prédateurs, qui eux-mêmes ont explosé parce qu'il y avait moins de morues adultes. Donc il y a tout un système qui est très fragile, et surtout il n'y a rien de cloisonné. Donc même quand on fait des quotas spécifiques, par exemple qu'on décide d'arrêter de pêcher la morue parce qu'on se rend compte que les populations de morues s'effondrent, l'océan ne fonctionne pas par case. Donc quand vous avez des bateaux de pêche qui larguent leurs filets, vous avez quand même des morues dedans. Alors il se trouve que c'est devenu interdit ou c'est hors quota. Elles sont remises à la mer, mais elles ont été pêchées, elles sont mortes, et de toute façon ça ne résout pas le problème. Donc on ne peut pas se permettre de cloisonner l'océan comme ça, et c'est pour ça que des mesures aussi simples ne suffisent pas. Et c'est ce qui fait que parfois on atteint ce qu'on appelle le seuil critique d'extinction, qui fait que même si on arrête de pêcher une espèce, en fait ce seuil fatidique il a été dépassé, et elle est vouée à disparaître. Donc c'est assez dramatique, c'est ce qu'on essaye d'éviter aussi avec le thon rouge. C'est très compliqué quand en plus vous avez un poisson, comme c'est le cas du thon rouge, qui atteint des sommes pharaoniques. Le thon rouge aujourd'hui, il se vend en moyenne, un thon rouge se vend en moyenne 70 000 $ sur le marché japonais. L'année dernière, le record a été battu avec 1,2 million de dollars pour un thon rouge. Voilà, quand on en parle, quand les médias en parlent, ils en parlent un peu comme d'un record de vitesse qui aurait été battu, sans expliquer vraiment aux gens ce que ça veut dire. Un poisson qui vaut aussi cher, c'est un poisson qui est quasiment condamné. Pourquoi? Parce que aussi, c'est ce qu'on appelle aussi la tragédie des communs. Il y a un appât du gain qui est important, et il y a le fait que quand vous mettez tous les pêcheurs ensemble, face au dernier couple de thon rouge, ils se rendent bien compte que c'est le dernier couple de thon rouge, et que si on le pêche, il n'y aura plus de thon rouge. Le problème, c'est qu'on a tendance à se dire, si c'est pas moi qui le pêche, c'est l'autre qui va le pêcher, donc autant que ce soit moi. Donc c'est assez problématique. Ça se retrouve aussi sur des problématiques terrestres, mais c'est exacerbé en mer parce que c'est loin des yeux. Et c'est en ça que c'est très difficile de sensibiliser, surtout de permettre aux gens de faire le lien entre les choix de vie qu'ils font et l'impact que ça a sur l'océan. Et qui plus est pour les poissons, qui contrairement aux mammifères marins comme les baleines, les dauphins ou même les phoques, sont quand même considérés comme des animaux de seconde zone. Parfois, ils ne sont même pas considérés comme des animaux. Quand vous demandez un plat végétarien, il est assez fréquent qu'on vous propose une salade niçoise ou du saumon. C'est révélateur sur la conception qu'on a en fait de ces animaux. On parle des thons ou des requins en tonnes. Ce serait inconcevable de parler de tonnes d'éléphants, de girafes ou de chiens. Donc on a un rapport en plus à la vie marine, et notamment aux poissons, qui nous décomplexe d'une certaine façon dans l'exploitation qu'on peut en faire, et les milliards de tonnes de poissons qui sont tués chaque année. Finalement,
c'est pas des individus. Et c'est pas anodin parce que c'est important de se responsabiliser par rapport au fait que justement ce sont des individus qu'on est en train de tuer et ces individus ont un rôle essentiel à jouer dans l'océan. Donc que ce soit les baleines, les dauphins, les thons, les espadons, toute la vie marine a un rôle essentiel à jouer et en fait on a tendance à considérer l'océan comme une masse liquide d'eau salée, mais ça serait une masse complètement inerte et qui ne remplirait pas son rôle fonctionnel sans la vie marine. Il faut considérer en fait tous ces animaux marins comme les ouvriers de cette machinerie, donc de cette machinerie océan, de cette machinerie climatique qui permet à la vie sur Terre de se maintenir et qui en plus représente quand même l'essentiel de la surface de la planète. Mais nous, on est très anthropocentrés, vu que nous, on évolue sur la Terre. On a appelé cette planète la Terre. Or, comme disait Edcott Williams, un poète, qui disait que vu de l'espace, la planète est bleue. Vu de l'espace, la planète est le territoire non pas de l'homme, mais de la baleine. Donc voilà, on est intimement lié à cet océan. Et cet océan, il n'est vivant que parce qu'il y a de la vie marine. Et on a encore aujourd'hui beaucoup trop tendance à considérer la vie marine comme des objets à exploiter, comme de la nourriture. Mais en réalité, les poissons ont beaucoup plus de valeur dans l'océan à jouer leur rôle dans cette machinerie que dans l'assiette de n'importe qui. Et finalement, ce n'est pas 7 milliards d'individus qui dépendent directement du poisson pour leur survie. Pour l'essentiel d'entre nous, c'est complètement facultatif. Et pourtant, on vit quand même dans une société où on considère qu'il est normal, quand on vit dans une ville comme Paris, à des centaines de kilomètres de la mer, d'avoir du poisson tous les jours à la poissonnerie ou au restaurant. Et pourtant, c'est pas normal. C'est pas normal et surtout, ça a un coût qu'on ne mesure pas vraiment. Mais ça implique forcément une exploitation de l'océan à l'échelle industrielle. On ne parle plus de petite pêche côtière ou de petite pêche de subsistance, on parle d'une industrie. Et d'une industrie qui est en plus très largement subventionnée par l'Europe et donc par nos impôts. Et pour ce qui est de l'industrie de la pêche, c'est une industrie qui est maintenue artificiellement, en fait, puisqu'économiquement, elle n'est pas viable. Sans les milliards de subventions, la pêche à l'échelle industrielle ne pourrait pas se maintenir pour la simple et bonne raison qu'il n'y a plus assez de poissons dans l'océan pour permettre de rentabiliser les investissements colossaux qu'il faut pour avoir des bateaux capables de traquer les derniers poissons dans les derniers recoins. Donc aujourd'hui, on a des bateaux de pêche qui coûtent des millions, qui utilisent des méthodes très perfectionnées pour traquer les poissons, pour aller de plus en plus profond. Et en même temps, les captures de poissons stagnent, voire diminuent à beaucoup d'endroits. Donc quand on a la FAO qui prédit, entre guillemets, un effondrement des pêcheries commerciales d'ici à 2048, ce que ça veut dire concrètement, c'est pas simplement qu'il n'y aura plus de poissons au menu, c'est que la machinerie océan, elle ne fonctionnera plus. Il n'y aura plus suffisamment de poissons pour maintenir un commerce et donc pour maintenir ce rôle dans l'écosystème marin. Donc c'est compliqué, notamment quand on a affaire à des espèces qu'on appelle des espèces clés de voûte, comme le sont les grands prédateurs que sont les requins, où il est difficile de sensibiliser l'opinion sur leur préservation, puisqu'ils ont cette image qui ne mérite pas du tout d'ailleurs de mangeurs d'hommes. Donc les requins, c'est quand même les recordman de l'évolution. 450 millions d'années, ils sont plus anciens que les dinosaures, sachant que dans l'évolution, la nature ne fait pas de cadeaux. S'ils sont là, c'est parce qu'ils ont mérité leur place, et surtout qu'ils jouent un rôle qui est vital dans cette architecture océanique. Donc, en fait, c'est un peu les flics de l'océan qui maintiennent
qui maintiennent sous contrôle tous les échelons du bas et qui permettent de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'espèces qui pullulent au détriment des autres. Donc quand on décapite comme ça un réseau trophique et qu'on élimine le requin par exemple, on assiste très souvent à des effets en cascade d'effondrement de la biodiversité. Et ça s'illustre assez souvent par des explosions de méduses. Et notre réaction à ça, souvent ça va être de se dire économiquement, comment est-ce qu'on va en tirer profit? Alors on va se renseigner sur les recettes de salade de méduses. Et il commence à y avoir dans certains restaurants des salades de méduses. Sauf que les explosions de méduses, en fait, c'est quand même c'est un signe alarmant sur le fait qu'il y a eu un déséquilibre profond et un effondrement de la biodiversité. Donc c'est un écosystème malade. Alors voilà, comment réussir à faire prendre conscience aux gens de tout ça. Pour le cas des requins, par exemple, il se justifierait complètement qu'il y ait un moratoire sur de très nombreuses espèces de requins qui ont atteint des seuils au niveau des populations qui justifieraient un moratoire, comme on a pu l'instaurer pour la baleine et pour les dauphins. La raison pour laquelle ça ne se fait pas, c'est qu'il n'y a pas ce capital sympathie. Aujourd'hui, c'est entre 70 et 100 millions de requins qui sont tués chaque année uniquement pour leurs ailerons, pour fournir essentiellement pour de la soupe. Alors, c'est pas de la soupe qui est très populaire ici en Europe, mais l'Europe et notamment la France exportent énormément. On est aussi en Europe le deuxième pays qui tuons le plus de requins après l'Espagne. Souvent, c'est commercialisé sous des noms, la roussette par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est du requin, ou sous le nom de veau de mer. Et c'est très répandu aussi dans le cartilage en fait, pour les produits pour les articulations, donc des choses qui n'ont en plus absolument pas démontré leur efficacité, mais on part du principe que comme les requins n'ont pas de cancer, consommer du requin ça éviterait les cancers. Or c'est doublement fallacieux dans le sens où les requins qui sont au sommet de la chaîne alimentaire, au contraire, concentrent énormément de métaux lourds, de mercure, de PCB. Et il y a des liens évidents qui ont été faits entre le mercure et les maladies de Parkinson et d'Alzheimer, et les maladies neurodégénératives. Donc souvent, on vous conseille la consommation de poissons pour les omégas qui sont censés justement prévenir Parkinson et Alzheimer, et on ne vous parle pas de la dose de mercure qui va avec. Et c'est la raison pour laquelle aussi, notamment aux États-Unis, très souvent sur les boîtes de thon, on déconseille la consommation aux femmes enceintes et aux enfants en bas âge. Parce que, à l'instar du requin, le thon est aussi un poisson prédateur qui concentre beaucoup de PCB et de mercure. Donc on peut partir du principe que si c'est mauvais pour la femme enceinte, c'est pour le développement du système nerveux des enfants, c'est sans doute pas très bon pour nous non plus. Mais voilà, c'est une industrie qui est très, très puissante et il faut bien vendre ces boîtes à quelqu'un. Donc ça sera pour nous, pour ceux qui acceptent d'en manger. Donc voilà, nous, en tant qu'action de terrain, ce qu'on fait est assez imagé. Ça permet aussi de faire passer des messages, comme je le disais tout à l'heure, et aussi de donner un exemple de ce qu'il est possible de faire. Tout le monde ne peut pas partir sur des bateaux ou faire des actions que fait Sea Shepherd, mais c'est pas tant ça qui est important, c'est surtout le fait de se dire qu'on peut faire la différence et qu'on n'est pas simplement réduit à signer des pétitions ou à glisser des bulletins de vote dans une urne, qu'on peut faire des choses. Donc ça peut être comme ce que fait Sea Shepherd, mais il y a plein d'autres façons d'agir. Et voilà, c'est ça. Moi, c'est ça qui m'a plu avec cette ONG quand je l'ai rejoint il y a 10 ans.
Et on donne plein d'exemples donc, de ce qui est possible de faire. C'est pas forcément aller lutter contre les braconniers en pleine mer, mais là par exemple l'été dernier on a lancé une campagne qui s'appelle l'opération Mare Nostrum qui consistait principalement en la récupération de filets fantômes et de déchets plastiques. Un autre problème qui est très diffus et qui est colossal puisque ça cause la mort de millions d'animaux marins chaque année. Et c'est encore quelque chose de diffus parce que tout le monde est responsable. Et dans le même temps, ça pose question sur notre mode de vie, nos habitudes de tous les jours. Et en ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur ce qu'on choisit de manger. Donc nous, pour cette problématique de changement climatique, on a des solutions, et c'est sans doute des solutions qui ne seront pas abordées lors de la COP 21, parce que c'est des solutions qui font sans doute polémique, et que les gens n'ont pas forcément envie d'entendre, et que des politiciens ne donneront certainement pas, parce que quand on a un politicien, on a surtout des ambitions électoralistes, et que donner aux gens des directives ou des limites impopulaires, c'est pas le meilleur moyen de recueillir des votes. Et on est en plus dans un problème de timing, parce que les mesures qui doivent être prises aujourd'hui et qui sont impopulaires, elles n'auront d'effet bénéfique que dans 10, 15, 20, 30 ou 50 ans. Et quand on est un homme politique, on veut être réélu à la prochaine échéance, au plus tard dans 5 ans. Donc c'est pas intéressant de se sacrifier à ce niveau-là pour que d'autres en fait, qui viennent derrière finalement en bénéficient. Mais c'est aussi pour ça que je pense pas que les solutions viendront de toute façon des politiques. Ça viendra forcément de l'opinion publique, si ça vient. Donc ça viendra d'une prise de conscience collective. Et le double challenge, il est dans le fait que c'est vraiment une révolution, en fait, qu'il faut qu'on opère, une révolution dans nos modes de vie. Et dans le même temps, on n'a pas beaucoup de temps. Donc on est dans une course contre la montre. Et c'est Einstein qui disait qu'il est plus facile de scinder un atome en deux que de changer des mentalités. Le côté très dangereux, en plus du changement climatique, c'est que ça arrive finalement rapidement, mais assez lentement à notre échelle. Et nous faisons partie sans doute des sociétés qui sommes le plus responsables, mais en même temps, on n'est pas les premiers à en payer le prix. On n'a pas encore les pieds dans l'eau. Quand on vit à Paris et qu'on a l'habitude de prendre son café au bistrot du coin, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui a changé en 5 ans, ni en 10 ans, peut-être pas dans 5 ans non plus. Donc c'est difficile en fait de se rendre compte tant qu'on n'est pas touché dans sa vie de tous les jours. Et puis tout est fait aussi pour qu'on s'en rende pas compte. Donc on voit bien que le prix des poissons augmente, qu'ils sont de plus en plus petits. Bon, on vous donne des petites listes de poissons pour consommer responsable. Mais bon, tout ça, c'est assez superficiel. Parce que, justement, pour ces petites listes, par exemple, si vous partez du principe que tout le monde est un éco-citoyen responsable, ce qui est déjà pas très conforme à la réalité, et qu'on a tous notre petite liste avant d'aller chez notre poissonnier, on va tous acheter le poisson qui est sur la liste verte, et demain matin, il passe au rouge. Parce qu'il y a cette équation qui est insoluble. Nous sommes trop nombreux, il n'y a pas assez de poissons dans l'océan pour nourrir 7 milliards d'êtres humains. Donc voilà, donc il y a des choix à faire. Et c'est notamment pour ça que les bateaux de Sea Shepherd sont véganes. À partir du moment où on a conscience de cet état de fait et de cette équation, on peut difficilement l'affirmer et continuer soi-même à manger du poisson.
Donc on laisse ce poisson à ceux qui en dépendent véritablement, et c'est certainement pas la majorité d'entre nous. Voilà, donc alors j'ai fait un petit plan, mais rien. Donc ça m'amène au changement concret, très concret. Combien sommes-nous à accepter de révolutionner notre mode alimentaire? Ce qu'on choisit de mettre et surtout ce qu'on décide de ne pas mettre dans notre assiette. Puisqu'on parle beaucoup des émissions de gaz à effet de serre dues au transport, aux voitures. Donc on nous dit qu'il faut rouler en vélo, qu'il faut prendre des douches plus courtes. Mais quand on voit qu'en fait l'industrie de la viande émet davantage de gaz à effet de serre que l'industrie des transports, que c'est la première cause de déforestation, 80% de la déforestation en Amazonie, c'est pour l'élevage. Ou pour le soja qui sert à nourrir les poulets d'élevage. Quand on voit que c'est la principale cause de pollution des nappes phréatiques, une des causes de zones mortes dans l'océan. Bon, sans compter le fait qu'on tue plus de 100 milliards d'animaux par an, ce qui pose un problème éthique, parce que pour tuer des animaux dans de telles conditions, c'est forcément des systèmes qui sont complètement contre nature. On ne peut pas tuer autant d'animaux aussi vite en bio, entre guillemets. Donc on assiste à une déshumanisation complète de cette industrie. Et dans le même temps, on déconnecte complètement les gens de ça. Donc tout est fait pour, au contraire, rendre la consommation de viande sexy. Quand on voit les publicités de Charal qui vous parlent du plus grand des carnivores, avec la ménagère de moins de 50 ans qui se balade avec son caddie dans les rayons du supermarché. Bon, c'est assez risible, mais en même temps, c'est un ressort qui marche. Et puis, on a complètement éloigné tous ces lieux, enfin les abattoirs, aujourd'hui, on ne voit plus rien. Donc, à part quand il y a des images d'activistes qui filtrent. Mais sinon, tout est fait pour qu'on soit complètement désensibilisé. Et quand vous avez un steak dans votre assiette, il n'y a pas plus d'émotion ou de réflexion que s'il s'agissait d'une feuille de salade. Et pourtant, aussi bien d'un point de vue écologique que d'un point de vue éthique, ça n'a rien à voir. Donc voilà, nous, nos bateaux sont véganes, même si on ne prêche pas activement pour le véganisme parce que ce n'est pas l'objet de Sea Shepherd. Nous, on est une ONG de défense de l'océan et on est principalement, on travaille essentiellement sur le braconnage et il y a déjà largement à faire là-dessus. Par contre, nos bateaux sont véganes et on a un positionnement clair par rapport à ça. En étant 7 milliards d'êtres humains, il y a un prix à payer, disons, à l'explosion démographique. On ne peut pas se comporter comme si on était 500 millions. Donc, avoir autant de gens aujourd'hui qui mangent autant de viande, parce qu'on en mange aussi beaucoup plus qu'avant. Dès qu'un pays émerge, entre guillemets, sa consommation de viande explose et ça devient presque un trait de, la preuve qu'économiquement, ça va mieux. Donc là où on mangeait de la viande 2 ou 3 fois par mois, il devient normal d'en manger tous les jours. Donc voilà, une des principales causes du réchauffement climatique, c'est l'industrie de la viande, c'est l'exploitation industrielle aussi de l'océan. Et ça touche à quelque chose de très, de très sensible quand même. La nourriture, quand on s'interroge, quand on vous interpelle là-dessus, c'est tout de suite très épidermique. Puis encore plus en France pour le coup, parce que la gastronomie française, elle tient une place très importante.
et elle est très, très basée sur la viande et sur les produits laitiers. Donc voilà, et c'est pas pour rien que les alternatives végétariennes sont très très en retard en France par rapport aux pays anglo-saxons. Donc on dit, bon, de toute façon, en Angleterre, ils n'ont pas perdu grand-chose vu la qualité de leur nourriture à la base. Mais le fait est qu'aujourd'hui, ils sont largement en avance par rapport à la France sur le végétarisme. Là-bas, vous avez des restos végétariens ou végétaliens. Vous en avez pléthore. Ça commence à se développer un peu en France, notamment à Paris, mais en province, c'est plus difficile. Vous avez des rayons de supermarchés entiers en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, avec que des alternatives végétaliennes. C'est quelque chose de normal. En France, on commence à moins vous regarder avec des yeux ronds quand vous dites que vous êtes végétarien. Donc voilà, il y a une évolution. De toute façon, je crois qu'on est à peu près à 450 millions de végétariens. C'est une évolution croissante. Et je pense que de toute façon, on n'aura pas trop le choix. Si on veut avoir une chance d'inverser la tendance, il va falloir qu'on change à ce niveau-là. Donc, sans nécessairement devenir tous végétaliens, que moi je ne serais pas contre, mais en tout cas, je pense que la première chose à faire, c'est quand même de s'interroger là-dessus et de prendre conscience de certaines choses à ce niveau-là, et surtout de faire le lien entre cette consommation effrénée de viande et de poisson et le rôle que ça a sur l'océan et sur le climat. Alors ça, c'est la couverture du prochain livre donc de Paul Watson, qui donne quelques solutions justement au changement climatique. Ah, ça, c'est... Non. Voilà, donc j'ai choisi cette couverture parce que cette photo, parce que d'une part elle est belle d'un point de vue artistique et poétique, et en même temps elle illustre très bien le fait que nos destins sont liés. Et donc j'espère que cette baleine bleue qui sera à Paris pendant la conférence, la COP21, va nous permettre justement de véhiculer ce message-là. C'est une sorte de fil rouge qu'on peut dérouler pour finalement aborder tout le reste. Et ça remet en question aussi finalement notre place sur cette planète. Et c'est double. Les baleines, en fait, d'une part, je ne sais pas s'il y en a ici qui ont envie de vivre dans un monde sans baleines. C'est quand même une espèce qui enchante le monde. Et il y a quelque chose de magique pour ceux qui ont eu la chance d'en rencontrer. C'est important aussi, cette poésie, cette beauté spirituelle. C'est aussi ce qui fait que le fait qu'on sache l'apprécier, c'est aussi ce qui fait de nous des êtres humains. Mais par-delà ce côté poétique et émotionnel, il y a une fonction et un intérêt très terre-à-terre qui est tout simplement le rôle fonctionnel essentiel qu'elle joue dans l'océan et dont nous dépendons directement. Donc, Paul a une phrase qui choque parfois, qui est de dire que les vers de terre sont plus importants que nous, pour la simple raison qu'ils peuvent vivre sur Terre sans nous, mais nous ne pouvons pas vivre sans eux. Donc ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue écologique, il y a plein d'espèces qui sont plus importantes que nous. Et c'est difficile à admettre pour une espèce aussi centrée sur elle-même que nous le sommes. Mais la dépendance, en fait, elle est surtout dans un sens et pas dans l'autre. Si nous, on disparaît demain, tout ce petit monde s'en portera très bien, s'en portera sans doute même mieux, malheureusement. Par contre, si on perd les baleines, si on perd les abeilles, si on perd les vers de terre, nous sommes condamnés à les suivre. Donc,
d'une façon plus globale, je pense que c'est important pour nous de nous remettre en question à ce niveau-là, d'avoir un peu plus d'humilité, un peu moins d'arrogance, et surtout d'apprendre à vivre en harmonie avec tout ce petit monde, parce que c'est eux qui font que justement le climat est propice à notre développement. C'est eux qui permettent de gérer nos déchets, de nous fournir la nourriture. C'est eux qui font que nous sommes là. Donc on a tendance à les considérer uniquement comme des objets d'exploitation ou comme des sous-espèces. Mais ça, il faut bien qu'on comprenne que c'est vraiment dans notre vision à nous. Il n'y a pas de rationalité là-dedans. C'est quelque chose de complètement subjectif. Et c'est important d'en prendre conscience. Et c'est peut-être le début du changement déjà. Donc après, pour la révolution des modes de vie, ça va être un sacré challenge. Et on est tellement nombreux à devoir changer, et on a tellement peu de temps, et les conséquences seront tellement dramatiques si on ne le fait pas, que bon, il y a toutes les raisons de s'inquiéter. Et dans le même temps, on n'a pas d'autre choix que d'y croire, parce que sinon, que dire, hein? Allons nous bourrer la gueule, je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai fait l'introduction de ce livre pour Paul, et je l'ai écrit au lendemain des attentats de vendredi 13 novembre. Et j'ai pas pu m'empêcher de faire ce parallèle entre le fait que ces attentats ont été tellement violents et tellement soudains que ça a créé un électrochoc dans l'opinion, forcément. Et en même temps, on a François Hollande qui parle de réformer la Constitution pour lutter plus efficacement contre le terrorisme. Et dans le même temps, on sait pertinemment que de cette conférence sur le climat, il ne sortira pas grand-chose, et certainement pas une réforme de la Constitution, qu'on aura sans doute des mesurettes de pacotille, et encore si on en a. Et pourtant, ce qui nous attend avec le changement climatique, c'est ça vaut bien 10 000 Daesh. On parle vraiment de conséquences cataclysmiques à l'échelle planétaire, sauf que ça n'arrive pas maintenant, tout de suite, c'est sur notre pas de porte. Et comme je le disais tout à l'heure, ceux qui commencent déjà à en ressentir les effets ne sont pas forcément ceux qui sont aux manettes. Donc voilà, challenge, compliqué, mais il y a un bon état des lieux et un bon résumé des solutions que nous, on préconise dans ce livre qui va sortir aux éditions Glénat en janvier. Et voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Et ce qui peut être intéressant, c'est si vous avez des questions, d'en discuter. Merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Alors j'aurais deux questions concernant les espèces de poissons en voie de disparition. Qu'est-ce que vous pensez, quelle est la position de Sea Shepherd par rapport à l'élevage? Donc par exemple les esturgeons, je sais qu'en France maintenant il y a des élevages d'esturgeons qui ont été créés. Est-ce que vous pensez que c'est une solution pour prévenir, voire empêcher la disparition de ces poissons, ou est-ce qu'il y a d'autres conséquences qui pourraient être néfastes? Et la deuxième question concerne la COP21. Vous avez dit que votre association avait proposé plusieurs pistes. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu, s'il vous plaît? Alors, pour ce qui est d'élevage de poissons, en fait, ça pourrait éventuellement être à moindre mal lorsqu'il s'agit de poissons végétariens. Mais quand on prend l'exemple du saumon, par exemple, où on sait qu'il faut 7 kg de poissons sauvages pour faire 1 kg de saumon d'élevage, c'est pas du tout une bonne solution. Et c'est aussi, après, comme pour beaucoup de choses, la question de la mesure et de la cupidité des entrepreneurs qui sont derrière ça,
puisque quand vous avez des cages à poissons qui concentrent énormément d'animaux sur des zones restreintes, ça crée des problèmes sanitaires très importants. Il y a des contaminations aussi de poissons sauvages par ces poissons d'élevage. Il faut savoir qu'en plus, c'est des poissons qui sont souvent bourrés d'antibiotiques, qui sont très néfastes pour la santé. Et ça ne résout pas le problème de la surpêche, dès lors que ce sont des poissons carnivores. Pour les poissons végétariens, ça peut éventuellement être une alternative, mais encore une fois, c'est une question de proportion. Et on ne va pas nourrir 7 milliards d'êtres humains avec de l'élevage de poissons végétariens. Pour ce qui est des solutions, alors déjà, revoir complètement notre façon de nous alimenter, comme je disais tout à l'heure. Ça, c'est vraiment la première chose à faire. Il y a un très bon film qui est sorti aux États-Unis cette année qui s'appelle Cowspiracy, la conspiration de la vache. Donc c'est 2 Californiens en fait, parce qu'en Californie ils ont d'énormes problèmes de sécheresse et d'eau potable. Et donc il y a des grandes campagnes de communication pour inciter les gens à prendre des douches plus courtes. Et ces 2 jeunes gens se sont posé la question de, en fait, pour faire un cheeseburger, il faut l'équivalent d'eau potable de 600 douches. Et donc, ils disaient, mais pourquoi est-ce que finalement, nous, on devrait prendre des douches plus courtes pour que vous puissiez manger votre cheeseburger? Et ils sont partis de cette interrogation-là et ils ont interrogé donc, plusieurs associations environnementales qui ont toutes botté en touche, hormis Sea Shepherd, parce que nous, on est dedans et on est les seuls à assumer complètement le positionnement pro-végétarien. Et il y a l'autorité de la gestion de l'eau en Californie qui a eu au moins l'honnêteté de leur répondre que c'était effectivement un problème majeur, mais que c'était un sujet extrêmement polémique, que les gens n'avaient pas envie d'entendre et que donc qui passait très souvent à la trappe. Donc voilà. Et puis l'autre solution évidente, c'est finalement de donner du répit à l'océan. Donc d'arrêter la pêche à l'échelle industrielle. Et pour ça, c'est très simple, en fait, il suffit de geler les subventions. Et il y a des subventions qui vont à des compagnies de pêche qui sont comment dire, non seulement pas éthiques, mais qui sont même criminelles. Et un bon exemple à ça, c'est la dernière campagne qu'on a fait en Antarctique, l'opération Icefish, où on traquait les braconniers de l'Égine australe. Donc il y a 6 bateaux pirates qui sont connus depuis plus de 10 ans pour pêcher illégalement la Légine australe en Antarctique, et notamment dans les eaux françaises d'ailleurs. Donc c'est des bateaux qui sont recherchés par Interpol, qui sont placés sur la notice mauve. Donc on y a été l'année dernière, on nous disait qu'on n'arriverait pas à les trouver, et en fait en 8 jours on a trouvé le Thunder, qui est le plus connu de tous, en 8 jours. C'est un bateau dont l'entreprise a fait 60 millions d'euros de profit en 10 ans sur la pêche illégale de la Légine australe, et dans le même temps, c'est un bateau qui appartient à une entreprise Valesa Amodores, donc c'est une entreprise qui est basée en Galice, espagnole, qui a touché 3 millions d'euros de subventions européennes. Donc voilà, il y a un gros souci à ce niveau-là. Puis le fait qu'on ait trouvé en 8 jours un bateau qui est soi-disant recherché par Interpol depuis 10 ans, ça montre aussi le manque de volonté qui est mis là-dedans. On a fait une conférence il y a 2 semaines au Sénat avec le chef d'état-major de la marine française, avec qui on a discuté de ça. Et il en ressort, ce qu'on savait, que c'est pas forcément un manque de volonté de la marine, mais la marine est aux ordres des politiques. Et ils sont les premiers à vouloir mettre davantage dans les priorités de la marine la lutte contre la pêche illégale et la préservation pour le coup, là, en l'occurrence des intérêts économiques de la France, parce que c'est comme ça que c'est perçu. Mais sans l'autorisation du politique, ça ne passe pas. Donc
Donc voilà, pour que le politique mette en tête de ses préoccupations la lutte contre la pêche illégale, il faut qu'il sente que électoralement, il a un intérêt à le faire. Et donc pour ça, il faut d'abord qu'il y ait une prise de conscience et une pression de l'opinion publique et donc des électeurs. Donc voilà, les deux principales solutions que nous on donne, c'est celle-là. Donc manger moins de viande et moins de poisson et arrêter la pêche à l'échelle industrielle. Donc couper le robinet des subventions suffira. Bah, comme je disais, hein, c'est vraiment c'est le poisson qui se mord la queue si on fait ça avec des poissons carnivores. Voilà, je sais qu'il y a des tentatives qui ont été faites avec le thon rouge qui ont échoué. Le thon rouge de Méditerranée, on n'a pas réussi à le faire se reproduire en captivité, mais ça a marché avec d'autres thons, notamment en Australie, qui sont assez en avance là-dessus. Mais voilà, le problème c'est qu'il faut des poissons sauvages pour les nourrir, ou en tout cas de la farine animale, et donc ça ne résout pas le problème. Oui. Donc je voulais revenir sur l'équation insoluble de la démographie, donc du nombre d'humains. Dans la 6e extinction d'Elisabeth Kolbert, donc la journaliste soulève également le fait que l'homme est un parasite pour la Terre et qu'il l'utilisera jusqu'à jusqu'à la fin. Donc finalement, est-ce que le prochain changement de constitution, ce ne sera pas d'adopter l'enfant unique? Est-ce que c'est une préconisation de Sea Shepherd? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Voilà, merci. Alors, en fait, quand on aborde ce sujet avec les gens qui se sentent concernés, souvent, on se rend compte que ceux qui ont conscience du problème et de notre impact sur la planète et du monde qu'on est en train de préparer pour demain sont eux-mêmes réticents au fait de faire des enfants parce que, justement, ils ont d'une part pas envie de contribuer au problème et ils n'ont pas envie de mettre au monde des enfants dans le monde qu'on leur prépare. Et le problème avec ça, en fait, c'est que c'est sans doute ces personnes conscientes qui devraient faire des enfants parce que il y a tellement de gens complètement inconscients qui se posent pas du tout la question et qui, eux, font des enfants de manière complètement décomplexée, même sans y penser, et souvent sans... parce que je pense que quand on ne pense pas à ça, c'est souvent... ça va souvent aussi avec un manque de comment dire, de considération aussi pour l'éducation et pour l'enfant. Quand on commence à réfléchir à ces questions-là, quand on se soucie du monde qu'on va donner à ses enfants, c'est aussi parce qu'on a de l'amour et qu'on est en mesure de se poser des questions. Mais pour ça, je parle surtout de nos sociétés à nous. Parce que nous, on n'est pas dans des dispositions où, pour l'essentiel en tout cas, où on va se poser la question de savoir ce qu'on va manger ce soir ou demain. Je pense que c'est difficile de penser à ça quand on est, quand on est dans des questions, des problématiques de survie. C'est pas notre cas. Nous, on a la possibilité de vraiment s'interroger sur tout ça. Donc la politique de l'enfant unique, bon, on a vu ce que ça a donné en Chine. Hein, je sais pas si c'est la bonne solution. Je pense que par contre c'est compliqué parce que est-ce que c'est finalement est-ce que c'est aux politiques de gérer ce genre de questions? Et à partir du moment où on met des critères, qui définit les critères? Est-ce qu'on va décider qu'il faut un salaire minimum avant de pouvoir faire des enfants? Enfin, ça peut dévier vers des choses qui sont très éloignées de l'objectif initial. Moi, je pense que c'est quelque chose qui doit venir des gens. Et donc, forcément, c'est peut-être pas gagné. Mais je vois mal comment le politique pourrait s'ingérer là-dedans sans que ça dérive vers quelque chose de très moche, comme on a pu le voir par le passé. Donc c'est compliqué. Moi, je fais quand même le pari de la conscientisation des gens. Et souvent, nous, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir et qui nous disent qu'en fait, ils ont commencé à se poser des questions sur tout ça.
et à se dire merde, les baleines sont en train de disparaître, on veut que nos enfants voient des baleines, et à se poser des questions sur le monde qu'on est en train de laisser à partir du moment où ils sont devenus parents. Ça peut avoir un effet, oui, un effet électrochoc. Comme je disais tout à l'heure, 2048, c'est dans 33 ans. Bon, ben, ceux qui ont des enfants en bas âge ou qui prévoient d'en avoir, c'est pour eux, c'est pour leurs pommes. Hein. Donc, puis même pour nous, a priori, on sera peut-être encore là pour le voir. Donc, ça arrive très vite. Donc, voilà. Moi, je ne pense pas que le politique puisse interdire ou limiter. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui doit venir de l'opinion. Et puis, on voit bien dans nos sociétés, on a quand même moins d'enfants qu'avant. On a moins d'enfants que dans certains pays. Mais en même temps, on a moins d'enfants qui consomment plus. Donc, voilà, une famille de 2 enfants en France ou aux États-Unis consomme bien plus qu'une famille en Afrique avec 8 enfants. Donc, c'est une question après de mode de vie. Et le mode de vie découle de la prise de conscience. Oui. Oui. Alors, merci déjà pour votre conférence. Alors moi, si j'ai deux petites questions, j'aimerais revenir sur le chiffre que vous nous avez avancé sur le fait que la consommation donc, de viande correspondait à une émission de CO2, de gaz à effet de serre dépassant celle du transport. Je voulais juste simplement, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu plus sur qu'est-ce qui est pris en compte dans ce calcul, à savoir est-ce que le transport, c'est que les transports individuels type routier, ou ils sont pris en compte les transports maritimes en plus, ou en l'occurrence au niveau des émissions pour l'élevage, est-ce que l'ensemble des stades est pris en compte? Et une seconde question, ça concerne plus, supposons que chacun arrête de manger du poisson, donc voilà, élevé industriellement, excepté ceux sur les côtes. Vers quoi se tourner dans ce cas-là, puisque ça risque de créer un déséquilibre dans la balance agroalimentaire. Vers quoi se tourner et quels sont les impacts derrière au niveau notamment agriculture? Alors pour la première question, ce qui est pris en compte, c'est l'industrie des transports dans leur totalité. Donc transport maritime, aérien, automobile. Et pour les émissions de gaz à effet de serre au niveau de l'élevage, tout est pris en compte. Ce qui est nécessaire pour déforester, les transports qui sont nécessaires pour acheminer tous les animaux, la quantité d'énergie qui est nécessaire pour fournir en eau, en grains. C'est tout ce qui est mobilisé pour permettre d'avoir tant de têtes de bovins et de poulets, donc d'une manière globale. Ensuite, la deuxième question, c'était... c'est quoi déjà? Ah oui, si on arrête de manger du poisson, en fait, c'est juste un marché qui en remplace un autre. Il y a plein d'alternatives et on le voit déjà dans les pays qui sont en avance sur nous au niveau du végétarisme, où il y a plein d'entreprises et de nouveaux marchés qui éclosent parce qu'il y a des nouvelles niches qui se créent. C'est simplement... c'est ça, c'est un glissement de marché. Comme ce qu'on a pu voir par le passé, il y a des choses qu'on pouvait utiliser de manière... Par exemple, quand on tuait les baleines pour leur huile, pour permettre d'alimenter en électricité, pas en électricité, mais en lumière, en tout cas, les lampadaires des villes, etc. Au bout d'un moment, on voyait bien, c'est ce qui a failli d'ailleurs... exterminer les baleines complètement. C'est une alternative qui a été trouvée, qui n'est pas forcément meilleure, puisque ça a été remplacé par le pétrole. Mais à chaque fois, c'est quelque chose de nouveau. Ce qu'il faut bien comprendre en plus, c'est que ceux qui seraient mis sur le carreau, par le fait d'arrêter de manger du poisson donc à l'échelle industrielle, c'est pas des petits pêcheurs, c'est des multinationales. Quand vous prenez par exemple l'exemple du thon rouge, pour y revenir,
une des principales entreprises qui investit dans le thon rouge, c'est Mitsubishi. Ils investissent, en fait, ils font de la spéculation sur l'extinction du thon rouge. Donc, ce que ça veut dire, c'est très pervers, c'est qu'en fait, donc ils ont des tonnes de thon rouge dans des cales frigorifiques géantes au Japon. Donc, ils stockent tout ça. Et en fait, moins il y a de thon rouge vivant en Méditerranée, et plus leur stock valent cher. Et donc, quand on leur dit, mais en fait, finalement, c'est quand même dans votre intérêt qu'il reste des thons rouges en Méditerranée, puisque ça vous permet de continuer le business plus longtemps. En fait, pas du tout. Pas du tout, parce que le jour où il n'y aura plus de thon rouge en Méditerranée, les stocks qu'ils ont s'envoleront complètement au niveau des prix. Quand on voit qu'aujourd'hui, un seul thon rouge arrive à atteindre le prix de 1,2 million de dollars, imaginez le prix que vaudra un thon rouge le jour où l'espèce aura vraiment disparu et qui seront finalement les seuls détenteurs de ce poisson. Donc, Mitsubishi, c'est un exemple, mais c'est un exemple qui illustre très bien cette mentalité, qui est qu'en fait, on a affaire à des businessmen. Ils investissent dans d'autres choses. Le poisson, c'est un business comme un autre. On est très très loin des petits pêcheurs qui sont pêcheurs de père en fils et qui veulent que leur fils puisse pêcher après eux. Et par exemple, en 2010, on a libéré 800 thons rouges en eau libyenne. Donc c'était des thons rouges qui avaient été braconnés, qui étaient acheminés vers une ferme d'engraissement à Malte pour être ensuite exportés au Japon. Donc on a mis des plongeurs à l'eau, on a libéré ces thons. Et dans la foulée, les petits pêcheurs de Malte ont sorti un communiqué de presse pour féliciter l'action de Sea Shepherd. Pourquoi? Parce qu'en fait, en un seul coup de seine, ces bateaux-là prennent autant de thons que toute la flotte artisanale de Malte en une saison. Donc c'est des petits pêcheurs qui ne peuvent pas rivaliser avec ces thoniers seineurs. Et donc on a affaire à une poignée d'industriels multimillionnaires qui se partagent un gâteau entre eux, qui en laissent finalement des miettes aux plus petits. Et dès lors qu'on coupe le robinet et qu'on arrête la pêche industrielle, c'est ces gens-là qui se retrouvent, ils iront investir ailleurs. Et c'est dans l'intérêt à la fois des poissons et des petits pêcheurs qui sont dans une logique différente. Donc même si nous, on fait l'apologie d'aucune forme de pêche au niveau de Sea Shepherd, mais par contre, on fait très clairement la différence entre ces pêcheurs industriels multimillionnaires qui ne sont rien d'autre que des businessmen qui pillent l'océan, qui pillent ce patrimoine commun et qui se le partagent entre eux, et les petits pêcheurs artisanaux qui sont dans de la pêche de subsistance de génération en génération, et avec qui on a un intérêt commun pour le coup, qui est celui que la mer reste vivante, qui reste des poissons, contrairement à ceux qui sont dans une logique de spéculation sur l'extinction des espèces. Et pour qui, en fait, il est dans leur intérêt que l'espèce disparaisse, ou en tout cas se raréfie, puisque c'est la rareté qui crée la valeur. Donc je ne me fais pas trop de soucis au niveau économique. Ceux qui en pâtiront ne sont pas ceux qui sont dans une économie vertueuse du tout. Je ne sais pas si ça répond à la question. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre intervention. J'avais une question complémentaire par rapport à ce qu'a dit monsieur. Vous proposiez une alternative à ces problèmes avec du véganisme ou du végétarisme. Mais si on pousse la réflexion, si on annule toute viande ou poisson de notre alimentation, on va nécessairement plus consommer de céréales. Est-ce qu'aujourd'hui, à 7 milliards d'humains et demain 9 milliards, la Terre est capable de produire autant de céréales? Vous voyez, est-ce que c'est pas aussi déplacer le problème vers... Mais vous pensez que les bovins, ils mangent quoi? Non mais en fait, je vais vous dire, la parcelle de terre qui est nécessaire pour nourrir un omnivore, elle permet de nourrir plus d'une dizaine de végétariens. Parce qu'en fait, ces vaches, ces cochons, ces poulets monopolisent énormément de terres agricoles. Et en fait, tout ça, c'est des terres agricoles qui pourraient être mises au profit justement de la nourriture humaine. Donc ça résoudrait aussi des problèmes de la faim dans le monde, bien que je pense
que de toute façon, aujourd'hui, s'il y a des gens qui meurent de faim, c'est principalement à cause d'une inégalité dans la répartition. Mais sachant que là, on est 7 milliards et qu'a priori, ça va encore augmenter dans les années à venir, on est obligé de se poser cette question-là. Et quand on voit, je dis que 80% de la déforestation en Amazonie, elle est pour faire de la place aux bovins, on aura besoin de beaucoup moins de terres agricoles si c'était uniquement pour faire des céréales. Puis bon, il y a les céréales, mais il y a plein d'autres choses. Hein. Mais ça, c'est vraiment pas... En fait, il faut vraiment bien se dire que le bétail, les animaux d'élevage, consomment énormément de céréales, de produits agricoles et d'eau potable, et produisent aussi énormément de gaz à effet de serre. Donc c'est à tous les niveaux, en fait, ça consomme beaucoup moins de s'orienter vers un régime végétarien. Oui, bonsoir. Je voulais avoir votre sentiment sur un terme qu'on entend régulièrement, qui est celui de pêche durable, et qui est utilisé par certains scientifiques qui pensent qu'il faut effectivement sortir de la régulation par les quotas par espèce, aller vers des modélisations plus écosystémiques et atteindre à ce qu'ils appellent le RMD, le rendement maximal durable. Donc il y a un certain nombre de chercheurs qui proposent ce modèle. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, si ces chercheurs étaient dans le faux. Je pense que d'un point de vue purement écosystémique, je pense qu'il serait faux de dire que de toute façon il ne faut pas pêcher du tout parce que on a même démontré qu'en fait quand il y a un peu de pêche, ça permet de booster les populations parce qu'elles réagissent en fait en se reproduisant davantage. Mais c'est à un tout petit niveau. Le terme de pêche durable aujourd'hui, c'est quand même énormément devenu un argument marketing qui s'accompagne de labels, je pense notamment au label MSC, qui ne remettent pas en question, d'une part, l'échelle industrielle de la pêche, et ça je pense que c'est un problème, et qui au niveau des modélisations, enfin, je pense que tout ne se vaut pas. Par exemple, sur le cas de la morue de Terre-Neuve, il y avait des scientifiques d'État qui affirmaient que la pêche était complètement durable et que la population de morue se portait bien, etc. Et elle s'est quand même effondrée en 1992. Donc il faut voir au cas par cas. Je pense que on peut pas tout mettre au panier, mais d'une manière globale, je pense que de toute façon, si on suit vraiment ces seuils de rentabilité maximum, etc., déjà, il faut voir où ils sont fixés en fonction des espèces. Il faudrait voir les exemples concrets. Et puis, est-ce que ça suffirait à répondre à toute la demande ? Je ne pense pas. Et si ça suffit à répondre à toute la demande, on sait dès lors que c'est faussé. Parce que je ne vois pas comment on peut y arriver. Donc, faut faire attention à toutes ces stratégies qui sont mises en place aussi pour donner bonne conscience. Et ça renvoie au petit livret dont je parlais tout à l'heure, avec les listes vertes, oranges et rouges de poissons qu'on peut consommer en toute bonne conscience dès lors qu'on se focalise uniquement sur la liste verte. Non, elle passera au rouge, c'est sûr. Donc voilà, il faut accepter qu'effectivement qu'on est trop nombreux pour tous manger du poisson. Bonsoir, merci pour votre exposé. Donc vous avez des arguments assez solides, difficiles à attaquer. Moi je trouve ça bien parce que vous défendez des idées assez humanistes.
Vous avez dit que les industriels, les grands groupes industriels sont très organisés, occupent une place médiatique importante. Et est-ce que vous avez pensé à vous approcher de grandes associations ou de fondations qui défendent les mêmes idées que vous en France pour avoir un meilleur recouvrement médiatique? Donc je pense par exemple à la fondation Nicolas Hulot qui s'occupe plus particulièrement des émissions des gaz à effet de serre, qui est assez complémentaire de la vôtre, ou d'autres groupes de défense de l'environnement. Je ne connais pas d'autres groupes environnementalistes, je ne parle pas de la protection animale, mais environnementalistes qui soient sur la même ligne que nous à ce niveau-là. Je sais que par exemple... Vous n'êtes pas sur la même ligne, mais vous êtes complémentaires. Parce que les solutions que vous apportez les uns et les autres ont une conséquence, c'est la diminution des gaz à effet de serre, qui est le problème le plus important, puisque par rapport au début de l'ère industrielle, la température a augmenté de 0,4 à 0,6 degrés Celsius. Et si jamais on arrive à 2 degrés Celsius d'augmentation, l'effet de serre deviendra irréversible. Alors, je ne parlerai pas de la fondation Nicolas Hulot parce que, pour le coup, je ne connais pas leur positionnement clair là-dessus, même si je sais que ce n'est pas tout à fait le même que le nôtre. Mais sur d'autres groupes comme le WWF ou Greenpeace, par exemple, qui font vraiment, pour le coup, la promotion du petit livret dont je parlais tout à l'heure, on peut difficilement communiquer d'une même voix là-dessus dès lors qu'on pousse le débat un peu plus loin. Disons qu'on est d'accord jusqu'à un certain point, mais quand on pousse le débat, on est plus d'accord puisque nous, on a un positionnement qui est bien plus radical, entre guillemets, ou en tout cas qui est perçu comme bien plus radical que le leur. Donc à un moment donné, on se heurte à ce truc-là. Oui, mais ce que vous faites aujourd'hui, c'est de la communication, parce qu'à la base, vous êtes des activistes, donc vous allez sur le terrain, et pourtant vous êtes là à essayer de sensibiliser un auditoire avec de bons arguments. Et la Fondation Hulot fait la même chose, ils ont un groupe scientifique. Il y a d'ailleurs 2 personnes de l'Académie des sciences, ils sont solides sur leurs arguments aussi, ils défendent bien leurs idées. C'est-à-dire, eux, ils essaient de diffuser au maximum l'information. Et je trouve que c'est assez, ça serait assez intéressant que de grands groupes comme le vôtre ou comme le sien se structurent pour essayer d'atteindre un rayonnement médiatique plus important, le JT, etc. quoi. Mais je ne dis pas le contraire. D'ailleurs, on a de toute façon... avec la Fondation Nicolas Hulot, on n'a pas de lien direct. On en a plus avec Nicolas Hulot en tant que personne, puisqu'il a beaucoup aidé Paul Watson dans le cadre de ses mandats d'arrêt. Voilà. Après, la position, comme je disais tout à l'heure, de la Fondation Nicolas Hulot sur la question de la pêche et de la protection de l'océan, je ne la connais pas. Mais c'est pour ça que j'en reviens à ceux que je connais, puisque vous parlez de synergie et de collaboration entre grandes ONG. Et ce que je vous disais, c'est qu'on peut parler d'une même voix jusqu'à un certain point, mais on arrive à un point où nos chemins divergent, parce que pour nous, la question, c'est emblématique de la déviation, c'est que le petit guide de consommation durable, pour nous, c'est plus quelque chose qui fait partie du problème que de la solution, parce que ça donne en fait une illusion sur le fait qu'on peut continuer à consommer comme on le faisait dès lors qu'on change un peu. Pour nous, ça peut être même très dangereux, mais parce que c'est difficile pour des grands groupes, des grandes ONG qui brassent énormément de donateurs et d'adhérents, que de tenir un discours aussi tranché que celui-ci. Donc voilà, nous on s'en fiche un peu parce que finalement on n'a jamais cherché à faire l'unanimité. Si notre discours ne plaît pas, c'est pas grave. Nous rejoignent et nous soutiennent ceux qui s'y reconnaissent, ou en tout cas ceux qui le comprennent.
Et puis pour le reste, tant pis, c'est une question de positionnement dès le départ. On n'a jamais eu vocation à fédérer la totalité des personnes. Je pense que de toute façon, dès qu'on essaye de brasser très très large, on est obligé de diluer, de mettre de l'eau dans son vin. Et nous, on a un positionnement clair duquel on ne déroge pas et qu'on argumente. Et après, les gens s'y reconnaissent et le comprennent ou pas. Mais donc, voilà. Sur la question de la pêche, en tout cas, je sais qu'on ne peut pas s'entendre avec certains groupes qui n'ont pas la même vision et la même analyse et qui ne sont pas prêts à tenir le même discours que nous. Même si on se rejoint sur la pêche industrielle, sur le chalutage profond, sur plein de grosses questions. Mais voilà, il ne faut pas trop dégrossir, sinon après, on n'est plus trop d'accord. J'avais encore une question sur... vous avez parlé d'esthétique, je trouve ça intéressant de dire... De quoi, pardon ? D'esthétique. Vous avez parlé de votre photo en disant qu'il faut choisir des belles choses pour toucher le maximum de public. Bon, il n'y a pas si longtemps, il y avait le film Océan de Jacques Perrin, qui avait été un grand succès. On peut... Bon, il y a récemment un film qui s'appelle Le Chant du Nil de Joaquin Pinto, qui parle de pêcheurs aux Açores, qui est aussi du très bon cinéma et qui essaye de donner à voir cette manière d'exploiter les océans. Donc est-ce que vous pensez que ça a un impact, puisque Océan, c'était quand même il y a quelques années. À l'époque, j'étais au ministère de l'écologie, où on nous distribuait le petit livret avec les poissons à manger ou à pas manger, et on nous emmenait en rang serré au cinéma pour voir Océan de Jacques Perrin, ce qui était plutôt agréable. Mais est-ce que ça change vraiment les mentalités, un film comme Océan de Jacques Perrin ? Moi, je pense qu'un film comme Océan, ça aide, parce que ça permet aux gens de mettre un peu la tête sous l'eau et de voir toute cette beauté qui est inaccessible au plus grand nombre. Nous, dans notre base de soutien, les premiers et les plus fervents sympathisants et défenseurs de la cause, c'est les plongeurs. Et c'est parce qu'ils mettent la tête sous l'eau et qu'ils voient ce qui se passe. Donc ils voient à la fois le côté beau, magique, poétique, et en même temps ils voient la destruction, ils voient la raréfaction de la vie. Et donc ils sont aux premières loges. Et les retours qu'on a eus sur Océan sont hyper positifs, dans le sens où ça pallie un peu à ce manque, justement, que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est une espèce terrestre, et en fait, à la fois, on ne voit pas les dommages qu'on crée, et en même temps, on ne voit pas et on ne perçoit pas la beauté qu'on est en train de détruire. Et c'est important, pour se sentir concerné, c'est important d'aimer. Et pour aimer, il faut connaître, donc il faut voir, il faut savoir. On a un monde magique qui est pas si loin et qu'on est en train de détruire aussi parce qu'on l'ignore. C'est la surface qui est chaloutée dans l'océan, c'est à peu près 150 fois la surface qui est déforestée. Et pourtant, on en parle assez peu, mais c'est parce que c'est loin des yeux. Donc montrer aussi ce parallèle qu'il peut y avoir entre, quand on regarde un récif corallien avec les poissons, c'est vraiment c'est très semblable à ce qu'on peut avoir sur Terre avec les arbres et les oiseaux, sauf que c'est sous la surface. Et c'est ça aussi le drame de l'océan, c'est que il y a toute cette beauté sous une surface lisse et plane qu'on ne voit pas. Et donc nos chalutiers, tous les dommages qu'on peut créer, c'est comme des bulldozers qui font des coupes à blanc et qu'on ne voit pas. Donc c'est difficile de se sensibiliser, de s'émouvoir et d'avoir envie de se battre pour protéger tout ça dès lors qu'on ne le voit pas. Et l'océan est très très bien fait pour le coup, parce que surtout quand on le voit en plus sur un grand écran, on a vraiment l'impression d'y être. Tout le monde ne peut pas le voir en vrai. Donc ceux qui le voient en vrai savent que c'est décuplé en termes d'émotion. Mais au moins, ceux qui vivent loin de la mer et qui n'ont jamais eu, ne serait-ce que touché du doigt un peu cette beauté, cet enchantement qu'est la vie marine, ont un petit avant-goût de ça. Donc il y a pas mal de gens qui nous en parlent de ce film.
parce que dès lors qu'on est un peu vivant, on est forcément touché par ces images. On peut difficilement rester insensible. Même si le film est assez... comment dire ? Il n'y a rien de trop choquant dans le film. Moi, j'avais vu des rushs avant le montage final. Et il y avait des scènes de tuerie, notamment de thon rouge, qui étaient très difficiles et qui ont sauté au montage. Donc, d'ailleurs, au départ, le film Océan devait être un film sur Paul Watson. Et l'équipe de Jacques Perrin était venue avec nous sur notre toute première campagne en Antarctique en 2002. Et à l'époque, on avait un vieux bateau qui faisait 10 nœuds et qui n'avait pas réussi à trouver les braconniers japonais. Et donc, ils étaient revenus bredouille. Mais voilà, c'était le premier point de départ. Alors, ça a beaucoup dévié. Hein. Et j'en parlais avec Jacques Perrin l'année dernière, parce qu'il a toujours envie de faire un film sur Paul. Et ça serait forcément avec un ton un peu plus militant que celui d'Océan. Mais voilà, non, mais pour répondre à la question, je pense que c'est important d'avoir des films comme ça. Une autre question, peut-être. Sinon, moi j'en aurais une sur, en fait, votre point de vue. Bon, je pense connaître votre réponse. Votre point de vue au niveau des OGM, parce que donc aux États-Unis, il y a un saumon qui maintenant a été légalisé à la consommation il y a quelques jours, qui a la possibilité de grandir de manière beaucoup plus rapide que le saumon naturel. Et du coup, je me demandais, vis-à-vis justement, est-ce que ce serait peut-être une solution pour lutter contre, contre la disparition d'espèces marines? Non, c'est encore joué à Frankenstein, ça, je pense. Hein. Je pense pas qu'on puisse attendre grand-chose d'une entreprise, grand-chose de positif d'une entreprise comme Monsanto. Je sais qu'ils ont réussi à faire passer quand même une loi aux États-Unis qui interdit d'attaquer Monsanto en justice, et que dans le même temps, Monsanto attaque l'État du Vermont parce qu'ils veulent que sur les étiquettes de produits Monsanto, ce soit clairement indiqué pour les consommateurs. Donc non, quand on voit les effets catastrophiques que ça peut avoir, notamment en Inde et au Mexique, le taux de suicide des fermiers à qui ils ont quand même osé vendre cette semence qui ne se reproduit pas. Enfin, c'est de toute façon l'esprit même de Monsanto est complètement diabolique. Je pense que c'est assez évident. Et puis après, l'argument fallacieux de résoudre la faim dans le monde, bon. Attends, je ne sais pas si j'ai besoin d'argumenter beaucoup là-dessus, mais non, je ne sais pas combien de temps nous on résistera par rapport à ça. Alors, je peux exposer mon point de vue sur le plan scientifique. C'est qu'en 2012, il y a une équipe chinoise qui a découvert que les ADN des espèces que nous mangeons interagissaient avec le nôtre. Alors, ça a été découvert en Chine de manière assez amusante, parce que c'est un petit micro-ARN qu'il y a dans le riz, qui mange beaucoup, qui retrouvait beaucoup cette séquence dans des tests de diagnostic classiques. Et donc, ils ont intitulé leur article « Cross Kingdom Regulation », c'est-à-dire la régulation entre les espèces, c'est-à-dire les espèces qu'on mange peuvent avoir une influence sur notre descendance génétique future. Et il y a quelque chose qu'on ne connaît pas aujourd'hui, et c'est une question ouverte, c'est les effets que pourront avoir les ADN de ces organismes génétiquement modifiés sur notre propre descendance. Alors c'est le futur qui va y répondre, mais il pourrait y avoir une précaution qui est prise, à savoir, comme on ne sait pas, peut-être serait-il plus prudent de ne pas trop consommer d'OGM. Je crois qu'il y a des études qui ont été faites sur les rats aussi qui démontrent
la stérilité au bout de 2 ou 3 générations. Très bien. Ah, une dernière question. Bonjour. Je voulais parler de la Nation Océan. De la quoi, pardon? La Nation Océan. Et je me demandais qu'est-ce que ça peut vraiment faire pour défendre l'océan. C'est un projet qui est plutôt symbolique, mais en fait l'idée qu'il y a derrière, c'est de dire que l'océan est un patrimoine commun qui est accaparé notamment par les États et aussi par les multinationales. Donc l'idée c'est qu'on se réapproprie ce patrimoine commun, puisque à l'heure actuelle on assiste à une privatisation de l'océan, et notamment au bénéfice d'industries pétrolières. Et si on se mobilise pas par rapport à ça, on va en être complètement dépossédé, et dans le même temps les effets seront catastrophiques. Je sais qu'il y a un projet de forage pilote en Méditerranée, forage très profond. Si on a le même accident en Méditerranée que ce qui s'est passé dans le golfe du Mexique, on n'aura plus de Méditerranée. Donc c'est important de se mobiliser par rapport à ça, pour que justement les décideurs qui donnent les autorisations sachent que ils sont pas propriétaires de tout ça, hein. Ils sont censés au contraire le préserver dans l'intérêt du plus grand nombre. Et c'est un patrimoine qui, j'ai envie de dire, ne nous appartient même pas seulement à nous, mais aux générations futures, et qu'on se permet d'exploiter, de privatiser. Et dans le même temps, c'est pas évident de mobiliser là-dessus, parce que ça se fait beaucoup en catimini. Il y a très peu à moins de s'intéresser vraiment au sujet, c'est compliqué d'avoir les informations. Souvent, c'est déjà presque trop tard. Donc l'idée qu'il y a derrière ça, c'est surtout de dire que l'océan est un patrimoine commun qu'on ne peut pas privatiser et donner en pâture à des multinationales qui non seulement vont l'exploiter, mais en plus qui le mettent clairement en péril, parce que des accidents, il y en aura, il y en a eu et il y en aura. Et c'est nous qui en paierons le prix. Il semblerait qu'il n'y ait plus de questions. Du coup, juste un dernier mot pour clôturer peut-être cette conférence. Je ne sais pas si vous voulez passer un dernier message. Je vous remercie d'être venu. Si vous voulez suivre l'actualité de Sea Shepherd, il y a une page Facebook Sea Shepherd France, et puis un site internet seashepherd.fr. Et donc le livre dont je vous parlais va sortir en janvier. Il sera aussi en vente sur le site, je pense à partir du mois de décembre, si on arrive à lancer la boutique en ligne, qui est très attendue. Et voilà. Et puis il y a l'actualité de Sea Shepherd aussi, qui est les événements sur lesquels vous pouvez nous retrouver sur le site internet. Donc on est notamment au Salon Nautique début décembre. Il y a pas mal d'événements qui vont être faits autour de la COP 21. Et notamment cette baleine bleue dont je vous parlais tout à l'heure, où on va voir ce qu'on peut organiser autour de ça pour faire passer en gros le message que j'ai essayé de vous faire passer ce soir. Voilà. Et merci de m'avoir invité. Merci à vous. Juste un petit message du coup, pour vous remercier de vous être déplacé. C'était vraiment une conférence très intéressante. Nous vous remercions également d'être venus ce soir. D'autres conférences vont avoir lieu dans les mois à venir à Chimie Paris Tech sur d'autres sujets sociétals et sur l'actualité. Donc nous vous invitons également à suivre justement sur Facebook ou sur notre site internet. Et nous vous souhaitons une bonne soirée.